Bonjour et bienvenue dans Face à Face. Face à vous aujourd'hui, Jean-Yves Pidou, municipal vert à la ville de Lausanne. Il est également directeur des services industriels. Bonjour. Bonjour. Alors, on dit vert et industriel, tout de suite il y a un problème. On imagine assez mal un écologiste à la direction des services industriels qui, par définition, produisent de la pollution et peuvent aller à l'encontre de vos idéaux. Comment vous avez fait pour concilier les deux? Alors, c'est parce que les services industriels, ce n'est pas seulement de l'industrie et de la pollution, c'est d'abord et avant tout de l'énergie. C'est fournir de l'énergie à la collectivité, à l'ensemble de la population lausannoise. C'est fournir de l'électricité, et on espère qu'elle est d'origine renouvelable. C'est fournir de la chaleur, et on espère aussi pouvoir progressivement accroître la part d'énergie, de chaleur renouvelable. Alors, on va en parler parce que c'est passionnant. Justement, comment rendre écologique l'énergie et l'industrie? Mais au premier abord, avant de rendre tout ça dans l'idée de l'écologie, vous avez dû renier certains de vos idéaux, non? Pas du tout. Non, 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 non. Absolument pas, parce que je pense que la thématique de l'énergie, qui doit être vue à très long terme, parce que c'est à long terme qu'on prévoit ce qu'on appelle la sécurité de l'approvisionnement, hein, la qualité de l'énergie qui est fournie aux gens. Donc la thématique de l'énergie, c'est une problématique, mais complètement verte, complètement liée à toutes ces préoccupations liées au long terme et liées à la protection de l'environnement. Donc je suis en plein dedans. Ouais. Alors, qu'est-ce que vous faites à Lausanne pour faire du bien à la nature avec les services industriels? Alors, d'abord, on produit de l'électricité renouvelable, de l'électricité qui est produite par une usine qui est propriété de la ville de Lausanne, à Lavey. Elle est très peu visible puisqu'elle est enterrée, elle est souterraine, c'est dans une caverne. Mais enfin, c'est une usine qui utilise l'eau du Rhône pour produire de l'électricité. Et cette usine de Lavey, elle produit à peu près le tiers de l'électricité dont les Lausannois ont besoin. D'accord. C'est considérable. Et donc, puis, une fois sur trois, quand on allume la lumière, c'est grâce au Rhône. Soit une fois sur trois, soit le tiers de votre lumière vient de Lavey. Voilà, okay. Ensuite, il y a Tridel aussi, mais ça, c'est pas de l'électricité, c'est de la chaleur. C'est ça, c'est nos déchets. C'est les deux. D'accord. Avec Tridel, on fait de la chaleur, beaucoup de chaleur en hiver, et puis une part plus importante d'électricité avec la vapeur produite par Tridel. On fait ça sous forme d'électricité en été. On apprend des choses. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ouais, c'est déjà pas mal. Ah, comme source de production. Comme source d'énergie verte à Lausanne, pour Lausanne en tout cas. Alors, on a des petites centrales micro-hydrauliques, comme on appelle, hein, qui sont liées au fait que Lausanne est une ville très en pente avec des écoulements d'eau. Et puis, par ailleurs, bien sûr, on a des participations dans les éoliennes du Bas-Valais. Donc là, on a un petit peu d'électricité éolienne. Et en plus, pour, je sais pas, la grosse moitié, 60% de l'énergie qu'on doit acheter sur le marché, on l'achète pour la plus grande partie avec des certificats d'énergie renouvelable. Donc on sait que c'est de l'électricité, disons, dans notre portefeuille, celle qu'on achète a été produite avec des moyens renouvelables. Oui. L'éolien, c'est votre truc, hein. Surtout en ce moment, vous en parlez beaucoup. Vous y croyez vraiment? Parce que ça semble assez dérisoire, quelques éoliennes dans le canton de Vaud pour de l'électricité. C'est pas du tout dérisoire. Si on pense seulement déjà au projet lausannois d'éoliennes, qui serait donc dans le Jorat, derrière le chalet Tagobet, si on met 8 éoliennes, on arrive à produire à peu près 10% de l'électricité consommée par les Lausannois. 10%, c'est pas rien. Avec 8 éoliennes. Avec 8 on fait 10% de l'électricité des Lausannois. Oui, oui. C'est énorme, effectivement. Et c'est proportionnel après? 16-20%? Bien sûr. Disons, à éolienne constante, hein, si on prend des grosses éoliennes, grandes, etc. Et donc, évidemment, c'est une part tout à fait considérable. Il faut évidemment, on ne peut pas les planter n'importe où, hein. Il y a des contraintes paysagères, il y a des contraintes de vitesse de vent, de garantie de production. Mais c'est vrai que les éoliennes sont très prometteuses. À quoi s'ajoute, c'est la raison pour laquelle je suis en faveur des éoliennes, c'est que c'est quand même des moyens de production qui, d'une certaine manière, ne sont pas durables dans le temps, hein. Si on met une éolienne pour 25 ans, si au terme de ces 25 ans, on se rend compte que la contrainte sur le paysage est trop forte, qu'il y a des constructions qui se rapprochent de l'éolienne, il y a un changement de zone d'aménagement du territoire, après 25 ans, on peut enlever l'éolienne et il n'en reste plus rien.
enlever un barrage, enlever une centrale thermique, ça laisse plus d'impact. Mais encore 2 mots de politique. Vous allez vous fâcher avec les habitants qui habiteront près de ces éoliennes-là, parce qu'on sait qu'en général, on aime beaucoup les éoliennes à une condition, c'est qu'on ne les voit pas, qu'on n'entende pas parler et qu'elles soient loin. Oui, c'est vrai. Beaucoup de choses sont comme ça, parce que les gens habitent quelque part, ils se préoccupent de leur cadre de vie, ce qui fait qu'ils ont tous des intérêts et aussi d'ailleurs des compétences dans le domaine de l'urbanisme, dans le domaine de l'aménagement du territoire. Moi, je trouve qu'il faut tout à fait respecter ça et on ne peut pas non plus imposer à des gens des installations qui seraient extrêmement pénibles pour leur qualité de vie. Donc, c'est notre tâche pour les éoliennes de faire en sorte que les peurs ne soient pas justifiées, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas effectivement d'atteinte à la qualité de vie des gens. Bon, du bruit, on ne peut pas l'éviter, ça qu'il y ait un peu de bruit aux abords des éoliennes, par exemple. Par exemple, la question du bruit, c'est très intéressant. Ouais. Lorsque les éoliennes tournent très lentement, elles ne font pas de bruit perceptible. Lorsqu'elles tournent très fort, c'est qu'il y a beaucoup de vent. On n'entend pas le bruit des éoliennes parce que le bruit du vent et de tout ce qui est associé au vent, les feuilles, etc., c'est plus fort que le bruit des éoliennes. Il y a une plage intermédiaire où on entend les éoliennes. Et en plus, les éoliennes, évidemment, si ça se trouve, elles vont tourner quand il y a du vent. Et le vent, on ne peut pas l'enclencher à 6 h du matin et l'enlever à 6 h du soir. Alors, mais on peut faire ça avec les éoliennes, par exemple. D'accord. On pourrait couper les éoliennes la nuit pour permettre aux habitants du Jura de dormir. On pourrait, dans des cas de fortes contraintes, bien sûr. Ouais. Donc, ce qui est important, c'est de convaincre les gens qu'on ne va pas attenter à leur cadre de vie. Et je pense qu'on peut le faire de façon crédible et raisonnable. On va encore parler un petit peu d'énergie. J'imagine évidemment que l'arrêt du nucléaire a dû vous faire très plaisir en tant que Vert. Est-ce que vous ne déplorez pas qu'on ait dû attendre Fukushima pour qu'on en arrive là ? Disons, si vous regardez la Suisse, l'électricité en Suisse, elle est produite à peu près à 40% par des centrales nucléaires. Donc c'est vrai que c'est un gros défi d'arrêter ces centrales et très probablement il faudra une période de transition, une gradation, etc. Mais en même temps... Là, vous parlez comme un élu de droite, hein. Oui, mais je ne continue pas forcément comme un élu de droite. D'accord. En même temps, si on regarde les risques, si on a une vision des risques, une politique de risque, on se rend compte que la Suisse, ce n'est pas un endroit où il y aura des tsunamis et des raz-de-marée. Mais il y a quand même des problèmes qui font que s'il y a un accident, un seul, les conséquences sont extrêmement graves. Et les déchets nucléaires, c'est radioactif pour certains d'entre eux, les plus toxiques, pendant 200 000 ans. Donc ça, d'un point de vue développement durable, ça me paraît vraiment pas la bonne solution. Penser que des générations qui vont venir après nous, pendant 200 000 ans, devront être avertis de la toxicité de certains déchets, qu'on arrivera peut-être à enterrer, mais peut-être pas complètement. Oui, et puis pas qu'ils aillent creuser là-dedans. Voilà, il ne faut pas qu'ils aillent creuser. Puis dans 100 000 ans, 200 000 ans, qu'est-ce qu'on sait sur la manière dont les gens parleront, liront des petits pictogrammes, etc. On n'en sait rien. Donc pour moi, c'est un risque que l'humanité prend à cause des déchets qui est vraiment trop grand. Bon, ça, c'est un message que vous dites depuis très longtemps, sauf qu'avant, on vous prenait pour les rabat-joie de service. Aujourd'hui, vous êtes dans l'air du temps. Avec les accidents nucléaires, vous êtes devenu trendy, à la mode. Oui. Vous avez senti, vous, que tout à coup, le vent soufflait plus de votre côté ? Bien sûr, bien sûr. Parce que vous aimez les éoliennes, le vent, c'est pas mal. Ouais. Oui, en effet. C'est clair qu'après Fukushima, il y a eu, c'est normal, un très grand moment d'angoisse, parce que ça arrivait dans un pays très développé, très contrôlé en matière de sécurité, à ce qu'on en croyait en tout cas. Donc c'est clair qu'il y a eu ça. Il faut voir que depuis, quand on se rend compte du défi que ça représente, évidemment, il y a un petit peu plus de retour en arrière ou de volonté de perpétuer un peu certaines centrales, etc. Mais je pense qu'à long terme, c'est évident que le nucléaire est une filière non durable et on ne pourra pas la maintenir. Alors autant relever le défi maintenant. Et on a de quoi, on a des ressources quand même, il faut dire. La Suisse, c'est un pays riche, privilégié. Et qui innove en plus. Ouais.
innove, compétitif, etc. Donc, s'il y a un laboratoire du monde où on peut essayer des choses en matière d'énergie renouvelable, c'est bien l'Europe occidentale. L'Allemagne a commencé à le faire. La Suisse doit le faire aussi. Et on a des ressources considérables. Si on dit la Suisse, château d'eau de l'Europe, etc., je veux dire, on a beaucoup d'eau à turbiner, on a beaucoup de vent à exploiter. C'est clair qu'on a un pays qui est densément peuplé, et donc ça pose le problème de l'implantation de tous ces sites. Mais enfin, on est idéalement placé pour ça, c'est les le clean discours tech. global. Ouais. C'est le discours global et la majorité est d'accord avec vous. Par contre, au niveau individuel, là, il y a encore un peu plus de résistance. Les petits gestes écolos du quotidien. Vous êtes un écolo intégriste du matin au soir? Assez, Ouais. assez, ouais. Vous prenez plus de bain? Ça m'arrive de prendre des bains. D'accord. Si, C'est si. pas bien, ça. C'est vrai. Oh, c'est agréable néanmoins. Vous triez tous vos déchets? Je trie mes déchets, j'ai des Vous avez une petite ampoules poubelle pour l'alu? économiques, absolument, bien sûr. Ouais. Je me chauffe peu, bien sûr, tout ça je fais. Escalier ou ascenseur? Les deux, ça dépend. L'ascenseur, c'est pas bien. Ça utilise de l'électricité, l'ascenseur. Bien sûr. En même temps, si vous regardez les ascenseurs, ils ont fait des énormes progrès en matière de consommation énergétique. Non mais, ça, vous touchez un point intéressant. Moi, je pense qu'il ne faut pas être rabat-joie avec les gens. Du genre, il faut que vous mettiez vos Birkenstock et puis que vous creviez de froid pendant tout l'hiver. Ce n'est pas le bon message. Ouais. Le bon message, c'est de dire, il est possible de trouver des solutions économes en matière d'énergie, de dépenses d'énergie, qui ne portent pas atteinte au confort de base des gens. Et il y en a. Et il y a plein de petits gestes qu'il n'est pas difficile de faire. Et il y a plein aussi de choses qu'on peut faire à la place des gens. Et il faut vraiment coordonner ça. Hein. Je vois ça au service industriel. Faire à la place, c'est-à-dire? C'est vous qui allez trier les déchets à la place de la personne qui met tout Non, dans son sac? c'est nous qui, par exemple, allons gérer les flux d'énergie à la place des gens. Hein. Par exemple, si tout le monde se met à chauffer exactement au même moment à 6 heures du matin, ça veut dire un réseau dont, disons, les commodités doivent être calibrées en fonction de cette énorme pointe qui arrive à 6 heures du matin. Or, si on gère ça, nous, à distance, en disant, pour certains, on va les faire partir à 6 heures moins quart, d'autres à 6 heures, d'autres à 6 heures et quart, on aplatit cette fameuse pointe. Hein. Donc, on a besoin de faire des réseaux moins puissants, moins exigeants en termes de disponibilité immédiate. Et ça, on peut faire pour la Qu'avec le chaleur. chauffage. On ne peut pas imaginer que... On peut faire ça pour la lumière, l'électricité aussi. Vous Bien allumez sûr. la lumière chez la personne avant qu'elle se réveille? Non. Mais il y a tout ce que les gens peuvent faire avec stand-by, ampoule économique, etc. Mais il y a beaucoup d'électricité qui est utilisée pas par les gens, mais par des communs d'immeubles. Il y a de l'électricité qui est utilisée par les machines à laver, etc. On peut très bien dire aux gens, et même un peu contraindre les gens, à ne pas faire la lessive entre 11 heures du matin et 2 heures de l'après-midi. Parce que c'est le moment où il y a le plus de demande d'électricité. Si on fait ça, on encourage aussi les économies d'électricité. Il y aura toujours l'Euro, les matchs de football avec toutes les télévisions allumées. Oui, ça c'est pas grave. Vous savez, Les le chasses d'eau, soir, tous à la mi-temps. Ça demande quand même un réseau qui est solide de toute façon. Ah, de toute façon, bien sûr. Les réseaux sont solides et doivent être solides et doivent le demeurer. D'ailleurs, c'est une chose intéressante en Suisse, en général, dans le canton de Vaud, dans la région lausannoise en particulier. Les services industriels, on dit souvent, c'est des gens ou c'est un politicien qui est très discret, les services industriels. Pourquoi est-ce qu'ils sont discrets? Bon, on vous entend beaucoup, les services industriels lausannois. Parce que ça fonctionne bien. Oui, mais ils sont... Vous trouvez qu'on nous entend beaucoup? Oui, on vous entend parce que vous faites des actions pour promouvoir l'écologie, par exemple, pour promouvoir les véhicules électriques. Ça, on vous voit beaucoup, les services industriels, tout de même. Par contre, on vous entend assez peu sur l'eau. À Genève, par exemple, on les entend beaucoup dire « buvez l'eau de la ville » et arrêtez de boire de l'eau en bouteille. Vous, on vous entend assez peu. C'est parce que l'eau à Lausanne, elle est dégueulasse ou Vous demanderez ça à mon collègue Olivier Français, qui est en charge de l'eau. Oui, on va le recevoir d'ailleurs la semaine prochaine. Voilà. Mais non, il y a des actions qui ont été faites pour l'eau lausannoise. Juste maintenant, il y a des carafes qui ont été distribuées aux gens. C'est très bien que les restaurants aussi accompagnent cette action où on dit dans les restaurants on peut boire de l'eau lausannoise qui est très bonne. C'est clair que l'eau du robinet, elle est chimiquement aussi bonne, voire meilleure au bout d'un moment que l'eau dans les bouteilles en plastique. C'est l'évidence même. Vous, l'eau en bouteille, vous avez arrêté? Oui, Jamais. Bien sûr.
Non, non. Mais c'est clair que c'est mieux l'eau du robinet. Mais j'ai aussi une sympathie pour les restaurants et je sais que les restaurants, une partie de leur marge, elle est sur l'eau qu'on achète. Donc, ça Oui, me bon, déplaît pour pas certains, ils ne d'acheter. se gênent pas de faire payer l'eau Alors, de la ville également, et ça fait une belle petite marge, ça aussi. voilà, mais c'est une bonne idée. Vous savez, en Italie, il y avait dans le temps ce qu'on appelait le pain et le couvert, Pane e coperto, oui. Et quand on arrivait dans un restaurant, on nous donnait des petits grissini et une carafe d'eau. Puis on payait à l'époque, je ne sais pas, 1000 lire, enfin ça dépendait de la qualité du Ça restaurant. existe toujours en Italie. Mais c'est bien. Je trouve que c'est très très bien. C'est pour dire, vous vous installez dans un restaurant, il y a un service qui est là pour vous. Et ce service, vous le payez pas cher, mais vous le payez un peu. Et ça aussi, ça influence le type de consommation de l'eau. C'est pas mal. Quittons les restaurants italiens pour revenir sur vous, Jean-Yves Pidou. Vous parliez de la discrétion, c'est vrai que ça vous sied bien la discrétion. On ne vous voit pas beaucoup, vous ne faites pas partie de ces politiciens exubérants qui aiment bien avoir la lumière sur eux. Est-ce que c'est un rôle que vous subissez ou vous êtes comme ça, vous préférez ne pas trop faire de bruit? Alors, encore une fois, je pense qu'on ne me voit pas beaucoup parce que le poste que j'occupe à la direction des services industriels, il n'y a pas de panne, donc évidemment il n'y a pas de quoi m'attaquer. Oui, c'est pas la même chose que... On ne voit pas que les politiciens qui sont à la tête de services qui vont mal, certains tout va bien. Qui vont mal ou qui posent des problèmes sensibles pour la société. Ouais. Je veux dire, les questions de sécurité, elles sont sensibles pour la société, pour les médias, etc. Comme les services industriels ont pour mission de fournir une qualité continue de prestations, évidemment, s'il y a un poste de transformation à Sébeillon qui explose, le lendemain, moi je suis dans le journal, bien sûr, c'est normal. Hein. Donc, je pense qu'il y a quelque chose qui est lié à la mission que j'occupe. Cette mission, en plus, elle est sur le très long terme. En ce moment, je suis en train de négocier la concession pour cette usine de laver qu'on a à partir de 2030. Ouais. Vous vous rendez compte? Oui, c'est pas scandale, c'est pas glamour. Effectivement, voilà. Ça intéresse peut-être moins les médias. Mais si vous alliez au-devant, que vous aimiez communiquer, on vous verrait plus. Bien sûr. Mais je suis élu pourquoi? Je suis élu parce que je fais partie d'un parti auquel les gens ont voulu apporter leur voix. Et puis, je suis élu, disons, la première fois, c'était peut-être pour un certain type de promesse que je pouvais faire. Si je suis réélu, j'espère que c'est parce que j'ai pu faire valoir un certain nombre de compétences. Oui. Et voilà. C'est clair qu'on ne vous a pas élu parce qu'on aimait bien votre image, on ne vous connaît pas. Voilà, mais c'est pas mal. Enfin, ça fait aussi partie de la représentation que j'ai du service public et puis d'être une figure publique. Une figure publique, c'est être accessible, c'est être disponible pour les médias. Pour moi, c'est prendre le bus, être sociable, si les gens me parlent, parler avec eux, etc. Mais je n'ai pas envie de faire du people. Je n'ai pas été engagé pour faire, engagé ou élu ou nommé dans toute une série La photo dans l'illustré avec votre chien et votre famille, c'est pas pour vous, ça? Non, ça vous le laissez à d'autres. Oui, c'est pas partie de mon mandat. Ouais. C'est pas comme ça que je me représente. Mais du coup, certains peuvent profiter de ce que vous faites pour Lausanne en termes d'image. Je pense à M. Brella, par exemple. Ouais. Lui, évidemment, si on se dit si Lausanne est écologique, c'est d'abord grâce à M. Brella, parce que c'est lui qu'on voit dans les journaux. Et du coup, ça peut un peu occulter votre travail. On se dit, vous n'avez plus rien à faire puisque Brella fait tout. En tout cas, dans les médias, Brella fait tout. Non, je pense qu'il reconnaît qu'il ne fait pas tout. De mon côté, je dois reconnaître, il était directeur des services industriels depuis le début des années 90. Et il a mis en route beaucoup de choses qui étaient importantes. Après, évidemment, il y a eu Mme Ray, puis après, il y a eu moi. Et beaucoup de choses ont continué, beaucoup de choses se sont développées, beaucoup de choses ont changé. Si Daniel Brella, qui lui a un talent de communicateur, tient à communiquer là-dessus, moi, à vrai dire, je ne vois pas vraiment de problème. Pour moi, il n'y a pas de conflit d'ego dans la politique. Quand on est une personne publique, il faut pour bien... il faut le préciser, parce que conflit d'ego dans la politique, on en connaît quelques quand même. Ouais, mais pour vous, il n'y en a pas. Voilà, c'est leur problème, disons. Quand on est une personne publique, on a justement une figure, un profil qui est lié à son activité publique. Moi, ce que je fais pour mon petit déjeuner, je trouve que ça ne concerne que moi. Ma vie familiale, je trouve, elle me concerne moi. Et à vrai dire, si je dois rendre compte de quelque chose au public,
Je peux le faire de façon vivante, dynamique, grâce à vous, accessible, prouvé, etc. Mais c'est les choses qui sont liées à mon mandat public. Autrement, ma vie privée, c'est comme la vie privée des autres gens. Il n'y a pas à aller farfouiller dans les tweets de ma compagne. Et d'ailleurs, ma compagne n'envoie pas de tweets qui ont à voir avec mon activité politique. C'est vrai. Elle n'a aucune influence sur vous, puisqu'on va tirer le parallèle avec François Hollande. On a à peine reconnu que vous parliez de lui. Oui. Madame Thierweiler, qui est la compagne de François Hollande, est assez offensive sur ses idées. Elle aime bien les défendre auprès de François Hollande. En tout cas, c'est ce dont on a l'impression. Est-ce que vous écoutez aussi beaucoup Madame Pilou? Bien sûr, je l'écoute. Mais en même temps, elle ne fait pas le même métier que moi. Hein. Elle n'est pas dans ce domaine un peu technique dans lequel je suis maintenant. Ce n'est pas la première dame des services industriels lausannois. Non, non, non. Très bien. Merci beaucoup Jean-Yves Pilou de nous avoir parlé de votre métier et des défis de cette ville de Lausanne et de l'écologie. À une prochaine. Merci à vous. Et on se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité face à vous.